Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation au symposium Stago. Donc, moi, je suis un peu l'intrus de la salle parce que je ne suis pas hémostasien. Je suis un homme, après deux oratrices. Et je vais parler d'hémorragie alors qu'on a parlé de thrombose. Donc voilà, j'espère que je vais quand même vous intéresser sur ces questions importantes de biologie délocalisée pour la gestion de la coagulopathie obstétricale. Et donc c'est vraiment une approche du clinicien, de l'anesthésiste réanimateur en obstétrique. Je suis par ailleurs également président du CARO, donc qui est le Collège d'anesthésie et réanimation en obstétrique en France, qui fédère tous les anesthésistes réanimateurs intéressés sur ces problématiques de gestion d'anesthésie et de soins critiques maternels. Donc on va parler beaucoup d'hémorragie, bien sûr, de la coagulopathie, c'est très en lien avec l'hémorragie en obstétrique. Et en France, on a les rapports, c'est un peu l'équivalent du Embrace, donc les rapports de mortalité maternelle, les rapports confidentiels, enfin des enquêtes nationales confidentielles sur la mortalité maternelle, qui sortent tous les 3 ans sous la forme de triennum et qui nous apportent, je pense, des éléments importants pour mieux appréhender l'intérêt de la question. Dans le dernier rapport, dernier triennum, alors bon, le rapport est sorti en 2024 et le triennum c'est 2015-2017, enfin 2016-2018 pardon, on voit que dans les causes directes, donc de mortalité maternelle directement liées à la grossesse, eh bien, on retrouve toujours les causes hémorragiques en première ligne et qui fédèrent à la fois l'hémorragie donc, du postpartum, toutes les causes d'hémorragie du postpartum, mais également les situations hémorragiques liées à l'embolie amniotique. Et ces situations représentent 41 décès, vous voyez, sur 3 ans, ce qui fait 25% des décès dans les 42 premiers jours. Et ça reste finalement, les deux agrégés restent la première cause de mortalité maternelle en France. L'autre problématique, qui est encore plus ennuyeuse, c'est que dans 95% des cas à peu près, on peut considérer que ces décès auraient pu être évités si des soins optimaux avaient été mis en place et organisés. Alors des soins non optimaux, c'est surtout des problématiques d'organisation de soins, mais également des problématiques de retard diagnostique, de retard également à la transfusion, et donc de prise en charge finalement sous-optimale. Alors, ces situations correspondent en réalité à des situations bien différentes. Et nous sommes confrontés en pratique à des situations bien différentes. Des situations d'hémorragie du postpartum, classiquement la tonue utérine ou la rupture utérine, où la coagulopathie, finalement, elle est secondaire à l'hémorragie. L'hémorragie va conduire progressivement à consommer les facteurs, à une perte de facteurs, à une dilution, etc. Il y a une fibrinolyse qui va s'installer. Et puis, à l'inverse, on peut avoir les situations beaucoup moins fréquentes, d'hématomes rétroplacentaires, d'embolie amniotique en particulier, où là, la coagulopathie est souvent très précoce et elle peut même précéder l'hémorragie dans ces tableaux-là. Et donc, bien sûr, c'est donc deux situations bien différentes. Alors, pour illustrer ça, bon, deux données, ces études effectivement britanniques là, qui révélaient, vous voyez que lorsqu'on a une hémorragie inférieure à 1500 ml, on a très rarement une hypofibrinogénémie, mais au-delà de 1500 ml, ils retrouvaient 17% d'hypofibrinogénémie. À Mère Enfant, on avait analysé 3900 hémorragies du postpartum, et on retrouve, alors pas tout à fait les mêmes chiffres, mais cette même notion. On a très rarement une coagulopathie si j'ai une hémorragie inférieure à 1,5 litre, mais par contre, au-delà de 1500, on est à 14%, au-delà de 2500, on était à 27% de patientes qui présentaient une hypofibrinogénémie. Ces situations sont différentes également concernant leur prise en charge. C'est-à-dire que la tonue utérine, c'est la première cause d'hémorragie du postpartum, c'est une prise en charge ultra standardisée, et on ne doit plus aujourd'hui mourir d'une atonie utérine, même si c'est encore le cas en France, malheureusement. Mais c'est une prise en charge qui est très standardisée, qui ne devrait plus conduire au décès, et heureusement quand même on a fortement réduit la mortalité par atonie, mais qui reste encore présente. On a des situations type anomalie d'insertion placentaire qui sont associées à ce risque d'hémorragie du postpartum, mais qui sont anticipables. En tout cas, nos amis obstétriciens savent faire des échographies, savent faire des IRM pour anticiper ces situations. Et puis, on a toujours notre situation critique d'hématomes rétroplacentaires, d'embolie amniotique qu'on ne sait pas anticiper la plupart des cas, et donc qui va nous tomber dessus brutalement, avec une coagulopathie très précoce, brutale et violente. Donc on a deux grandes circonstances en réalité, très schématiquement, des hémorragies obstétricales, on va dire, tranquilles, contrôlées, moins de 2500, donc je suis quand même large dans la tranquillité, moins de 2500 millilitres, atonie utérine, plaie chirurgicale, nous, à Mère Enfant, on a 1500 ml quasiment, pas tous les jours, mais presque. Donc ça, c'est des choses qu'on sait maîtriser, traitement étiologique, obstétrical, traitement de réanimation associé, et normalement, on doit arriver à régler la situation. Et puis les situations beaucoup moins fréquentes, on va dire, et beaucoup plus inquiétantes, d'hémorragie massive, alors soit par des volumes importants, soit par des cinétiques très rapides également, avec une coagulopathie obstétricale aiguë, donc qui va s'installer parfois très précocement, voire initialement, embolie amniotique, HRP et méphilus sont des situations très particulières,
où là, la coagulopathie est précoce, il faut être d'emblée la traiter, et bien sûr, toujours conjuguée à un traitement obstétrical. Donc on a un enjeu majeur de correction de cette coagulopathie, parce que bien sûr, elle va être un élément essentiel du pronostic maternel. Alors on a des recommandations que je ne vais pas redétailler ici, hein, qui sont bien décrites, recommandations françaises 2014, recommandations internationales de 2019, il y a d'autres recommandations. Mais l'élément central finalement de la coagulopathie obstétricale, ce qu'il faut avoir en tête, et ce que j'ai déjà un peu présenté, c'est que le fibrinogène, c'est vraiment l'élément qui est clé dans cette coagulopathie. C'est ce qui va baisser le plus rapidement, le plus précocement plutôt en début de coagulopathie. Et le fibrinogène, eh bien lui-même étant piloté par la thrombine, on va vous apprendre tous ces mostasiens, donc qui va générer effectivement la production de fibrine. Et puis il y a également d'autres enzymes clés, c'est la plasmine, hein, qui va, elle, générer la fibrinolyse. Et donc on va devoir agir sur ces différents paramètres. Alors le lien entre hémorragie du postpartum et fibrinogène, il est connu depuis assez longtemps en réalité, et je prends qu'une étude, hein, qui est la plus classique, qui retrouvait effectivement que lorsqu'on a un taux de fibrinogène inférieur à 2 grammes par litre au moment du diagnostic d'hémorragie du postpartum, donc supérieur à 500 ml, eh bien, on sait que c'est un facteur prédictif indépendant d'hémorragie sévère avec une valeur prédictive positive à 100%, et d'autres études retrouvaient la même chose. Donc, ce qui veut dire concrètement que notre objectif thérapeutique sera de maintenir une fibrinogénémie supérieure à 2 grammes par litre en cas d'HPP par l'administration de concentré de fibrinogène ou, en Grande-Bretagne, de cryoprécipité. Il faut limiter l'hyperfibrinolyse également. Donc ça, c'est l'autre donnée qu'on a de manière assez robuste. L'étude Bouman, maintenant, qui date un petit peu, 2017, hein, qui montrait effectivement une réduction de la mortalité maternelle par hémorragie du postpartum lorsqu'on administre précocement de l'acide tranexamique qui va donc avoir un effet antifibrinolytique et qui réduit cette mortalité. On sait également que lorsqu'on a une hémorragie du postpartum, voilà, c'est une hémorragie qui est relativement sévère, au-delà de 800 ml. Bon, il y avait 2 groupes dans cette étude-là, mais dans le groupe de patients qui n'ont pas reçu d'acide tranexamique, eh bien, on va avoir une élévation des dimères, une élévation des complexes plasmine-antiplasmine, donc on a vraiment une fibrinolyse, le fibrinogène qui décroît, et puis le facteur 2, le facteur 5 qui vont également diminuer, également le complexe thrombine-antithrombine. Donc il est intéressant d'apporter du plasma frais congelé également dans ces situations, parce que c'est le seul produit qui va substituer, qui va apporter du facteur 5, de l'alpha-2 antiplasmine, antithrombine, etc. Donc, et également du fibrinogène à 2 grammes par litre, mais ce n'est pas un bon moyen de corriger l'hypofibrinogénémie, puisque c'est un taux qui est trop faible pour dépasser les fameux 2 grammes par litre. Donc on aura besoin de concentrer de fibrinogène en parallèle. Donc on a également besoin de transfuser des PFC lors d'hémorragie. Donc finalement, quels sont les enjeux du diagnostic de la coagulopathie quand on est vraiment en pratique clinique auprès des patientes et les difficultés qu'on a? La première chose, pour illustrer l'intérêt d'avoir un diagnostic, c'est que finalement on s'est dit, voilà, si j'ai une hypofibrinogénémie en début d'HPP, je peux prédire une HPP sévère, donc ça paraît assez magique, et donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant carrément de doser le taux de fibrinogène à l'admission en salle de naissance pour prédire? Non, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas d'intérêt prédictif, sans doute parce qu'il est rarement bas à l'admission, donc pas d'intérêt prédictif du dosage de fibrinogène à l'admission en salle de naissance. Ça permettrait de nous aider, mais ça ne marche pas. L'autre question qui a été très fouillée, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il y a un intérêt d'administrer précocement du fibrinogène à toute patiente qui a une hémorragie du postpartum? Et comme vous avez vu, c'est une situation clinique très variable, et donc ces études ont eu beaucoup de mal à finalement montrer quoi que ce soit, et n'ont pas réussi à montrer que l'administration empirique préemptive de fibrinogène, de concentré de fibrinogène, était utile pour réduire l'évolution vers une hémorragie sévère. Tout simplement parce qu'en pratique, on n'inclut pas les patientes les plus sévères dans ces études-là. C'est un peu compliqué de faire du placebo chez une patiente qui est déjà en état de choc ou qui commence à se dégrader rapidement. Donc on n'arrive pas à montrer ce bénéfice. Autre intérêt du diagnostic de la coagulopathie, l'acide tranexamique, on a vu qu'il avait un intérêt antifibrinolytique. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le faire en préventif? Pour l'instant, on n'arrive pas à montrer un intérêt également de l'administration préventive d'acide tranexamique, même si on pourrait discuter sur éventuellement des indications qui pourraient se discuter, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice démontré. Pour ce qui est des PFC, même chose. C'est-à-dire que je prends cette étude-là, il y a 114 femmes incluses et appariées, des hémorragies un peu sévères, qui ont reçu plus de 4 CGR ou plus de 1000 ml ou persistantes. Finalement, que l'administration a été précoce ou tardive de PFC, il n'y a pas de différence concernant la mortalité, concernant l'hystérectomie, concernant l'embolisation artérielle. Donc, il n'y a pas de bénéfice à l'administration précoce, comme ça, de faire du plasma précongelé chez une patiente qui présente une hémorragie du postpartum. Et enfin, on a un enjeu important
donc, qui est de faire un diagnostic, par contre, précoce de situation de coagulopathie qui n'est pas forcément cliniquement évidente initialement, notamment dans ces fameux cas d'embolie amniotique, de MFIU ou d'hématome rétroplacentaire. Et c'est ce que met également en conclusion l'enquête nationale sur la mortalité maternelle, en rappelant donc la valeur du fibrinogène, de l'hypofibrinogénémie précoce, comme un élément diagnostique de l'embolie amniotique, parce que lorsqu'on diagnostique une embolie amniotique, derrière, c'est toute une organisation de prise en charge extrêmement lourde à mettre en place, hein, sachant que le délai médian entre le diagnostic et le décès, c'est 4 heures. Donc c'est extrêmement rapide. Donc là, il y a une valeur forte, sans doute, à défaut d'avoir un marqueur d'embolie amniotique, de diagnostiquer rapidement une hypofibrinogénémie. Et donc également un intérêt d'avoir de la biologie délocalisée, justement, pour faire ce diagnostic précocement. Parce que comment on va diagnostiquer cette coagulopathie ? Cliniquement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si on attend que la patiente soit en choc hémorragique pour se dire qu'il y a peut-être une coagulopathie, et bien souvent sur des hémorragies parfois à 2000 millilitres, eh bien, il n'y a pas forcément une coagulopathie, c'est vraiment des situations qu'on a du mal à bien gérer. D'un point de vue biologique, on sait que les délais de laboratoire, ils existent. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un prélèvement, selon l'organisation locale et l'établissement dans lequel on travaille, le délai, c'est 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie selon l'organisation, selon l'établissement. Et donc, le diagnostic biologique complet, bien fait, eh bien, il va avoir une contribution très limitée dans toutes ces situations aiguës pour lesquelles on a besoin d'avoir une réponse très rapide. Alors, la biologie délocalisée pour un diagnostic précoce, on a pas mal d'outils qui existent. Des tests visco-élastométriques, donc type Rotem, thromboélastométrie ou TEG, thromboélastographie, tout ce qui est sonoréométrie, donc je vais reparler le Cantra. Donc ces tests-là, eux, ils ont l'intérêt de ces tests, je vais revenir dessus, hein, ils explorent le caillot sanguin sur du sang total citraté, ils vont donner une vision assez, pas complète, mais assez large finalement de l'état de coagulation. Et puis les dosages délocalisés du fibrinogène qui sont apparus maintenant récemment, je vais revenir dessus, qui également peuvent avoir une place. Alors en termes de valeur diagnostique, vous voyez que si on fait le lien entre Rotem, enfin FibTEM-A5, donc qui est un paramètre Rotem, et fibrinogénémie, on retrouve une certaine corrélation et une bonne valeur prédictive, finalement une bonne performance diagnostique plutôt de ce test pour une hypofibrinogénémie. On a à peu près la même chose pour le TEG, donc c'est une autre technologie, mais voilà, on va retrouver également une bonne performance diagnostique pour une hypofibrinogénémie, pour une thrombopénie. Le Cantra, donc, est un dispositif qui est plus récent, basé sur la sonoréométrie, également, qui est un test viscoélastique. Eh bien, on retrouve des bonnes corrélations entre les paramètres Cantra en lien avec le fibrinogène plaquette et l'hémostase, la voie intrinsèque, et donc les paramètres type fibrinogénémie, taux de plaquette et ratio TCA, avec également des bonnes performances diagnostiques pour le diagnostic de thrombopénie et pour le diagnostic d'hypofibrinogénémie, donc des choses qui sont maintenant bien étudiées. Donc ce qu'on retrouve également, voilà, quel que soit le paramètre. Alors typiquement le Cantra par exemple, ça va illustrer ce que je vais dire tout à l'heure également, c'est que quand on voit des chiffres comme ça, c'est pas très parlant, mais ça va apporter des informations qu'il faut avoir un petit peu intégrées sur le délai de formation du caillot, donc ça explore la voie intrinsèque pour le Cantra, le Rotem ça explore plutôt la voie extrinsèque, peu importe, et la voie commune, en tout cas tout ce qui est génération de thrombine, la fermeté du caillot, les plaquettes, et puis le rôle du fibrinogène pour la fermeté du caillot. Donc on a des informations qui ne sont pas intuitives, mais qui nous donnent vraiment des idées précises sur la fonction plaquettaire et le fonctionnement, enfin le fibrinogène. Alors, ces tests, maintenant, est-ce qu'ils sont utiles en pratique clinique ? Parce que c'est bien beau d'avoir des tests. On a quelques séries. Alors, pour le Cantra, vous voyez, sur l'embolie amniotique, là, d'une patiente qui a été gérée, guidée par Cantra, un cas clinique publié. Il n'y a encore pas grand-chose sur ce dispositif, mais qui montrait, vous voyez, qu'on y avait guidé comme ça, en répétant ces tests. Ça aussi, c'est l'avantage. On peut finalement répéter, puisqu'on a des réponses en quelques minutes. Et on peut arriver comme ça à faire 24 grammes de concentré de fibrinogène, 20 PFC, 2 CPA, 15 CGR, bon voilà. Donc vraiment mais tout ça en étant guidé par cette biologie délocalisée. Alors le Rotem a été exploré de manière un peu plus ancienne et on a des études qui maintenant ont une dizaine d'années. Ici par exemple en Grande-Bretagne où ils avaient évalué 2 stratégies, soit un pacte transfusionnel massif, soit plutôt une stratégie guidée par Rotem avec du concentré de fibrinogène qui n'est pas forcément disponible en Grande-Bretagne. Et ils retrouvaient également, par la stratégie guidée par Rotem, une diminution des transfusions, des PFC, des cryoprécipités, du CGR, et également moins de TACO. Donc TACO, c'est les OAP, en fait, les œdèmes de surcharge liés donc à la transfusion, parce que la femme enceinte a aussi une tendance
n'a pas très bien supporté la surcharge vasculaire. Et donc, on retrouvait comme ça des bénéfices qui étaient illustrés et qui ont été retrouvés largement dans la littérature. Alors, à l'hôpital Mère-Enfant, on a mis en place un protocole guidé par OTEM, par exemple, et qui montrait également, sur près de 4000 hémorragies du postpartum, une réduction significative. Vous voyez, on fait quasiment 3 fois moins ou 2 fois moins de concentré de fibrinogène. En tout cas, on en fait à 2 fois moins de patientes. On transfuse moins également de CGR et moins de PFC, donc on transfuse certainement les bonnes patientes et on évite de faire des transfusions trop à l'aveugle. Donc ces tests viscoélastiques, ils ont l'avantage finalement de produire des résultats qui sont rapides, en temps réel, on les a vraiment en moins de 20 minutes. Alors ça va dépendre de l'organisation locale, hein, également de la structure. À Mère-Enfant, on envoie ces prélèvements en biologie, c'est le centre de biologie qui assure l'analyse et ensuite on a des écrans de report qui nous donnent les résultats, mais tout ça s'obtient en 15-20 minutes. Ils nous permettent une exploration alors globale, on va dire relativement globale de l'hémostase, je suis comme devant des hémostasiens, donc avec des données sur la fibrinogénémie, sur la thrombopénie, sur la génération de thrombine et les facteurs de la voie extrinsèque, et une valeur diagnostique des tests également qui est bien reconnue maintenant pour diagnostiquer rapidement l'hypofibrinogénémie, qui est le premier paramètre qui va nous intéresser, nous, dans la gestion de la coagulopathie obstétricale. Alors, ils ont des limites que vous avez déjà vues. Alors déjà, l'équipement est coûteux. Bon, ça, effectivement, ça coûte très cher. Et c'est vrai que la question se pose d'équiper des centres qui auraient une maternité de petit volume. Nous, à Mère-Enfant, on fait 4800 accouchements par an, mais des maternités qui ont des petits volumes et qui n'ont pas, par ailleurs, d'autres activités qui nécessitent un monitorage de la coagulopathie. C'est compliqué d'avoir un équipement qui coûte assez cher. Des résultats, dans ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a des résultats qui sont peu familiers au premier abord. Le ROTEM, c'est des courbes un peu bizarres. Le contrat, c'est des... Bon, bref. Donc, c'est que des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Donc, il y a quand même un besoin de formation, un besoin de protocole. Et c'est ce qu'on avait également évalué dans notre étude. Hein. Si on mettait le ROTEM à disposition sans protocoliser, sans formation, il ne se passe pas grand-chose en pratique. Hein. Les gens, soit ils savent s'en servir parce qu'ils ont appris ailleurs, soit ils ne savent pas bien s'en servir. Et ça ne change rien. Et puis, d'autres paramètres, évidemment, c'est compliqué de comparer les tests entre eux. Ils ne sont pas forcément bien standardisés. Et la performance diagnostique, elle dépend du contexte. C'est-à-dire que le ROTEM est très pertinent. S'il y a une hémorragie du postpartum, il est moins pertinent s'il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, récemment, ont été développés des dispositifs qui tiendraient presque sur un téléphone portable. Enfin, c'est un gros téléphone portable quand même, qui permettent un dosage point of care, on va dire, de la fibrinogénémie. Et donc d'avoir rapidement le résultat au lit du patient, donc du taux de fibrinogène. Alors au hasard, effectivement, ici le QLAPS, mais on a aussi d'autres dispositifs qui sont également développés et qui permettent ces dosages donc délocalisés et réellement au lit du patient sans passer par un circuit de laboratoire donc, de la fibrinogénémie. Alors en termes de performance diagnostique, ce sont des dispositifs, j'ai moins de données à présenter parce qu'ils sont plus récents. Mais en tout cas, dans le contexte d'hémorragie du postpartum, il y a une bonne corrélation qui est retrouvée entre les données, dans cette étude-là, entre les données du QLAPS et les données du laboratoire, avec une bonne performance diagnostique également pour le diagnostic d'hypofibrinogénémie inférieure à 3 grammes par litre. Alors, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le 2 grammes par litre. Et donc, un des problèmes, comme c'est une situation qui n'est pas si fréquente que ça, les auteurs avaient du mal finalement à avoir beaucoup de patientes avec un taux inférieur à 2 grammes par litre, ce qui fait qu'il n'y a pas de données aujourd'hui sur ce paramètre. Mais en tout cas, déjà des éléments encourageants pour un diagnostic précis d'hypofibrinogénémie. En fait, le diagnostic est surtout précis entre lorsqu'il est inférieur à 4 grammes par litre et moins lorsqu'on est au-delà de 4 grammes par litre, ce qui pour le clinicien n'a pas d'intérêt, puisque au-delà de 4 grammes par litre, nous, on est rassurés dans tous les cas de figure. Alors, autre point intéressant, et pour le clinicien vraiment très intéressant, c'est le délai de rendu de résultat. Le délai de rendu de résultat est d'autant plus rapide que le taux est bas. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on aime beaucoup. Plus c'est bas, plus ça va vite. Donc plus j'ai ma réponse à ma question. Plus c'est long, plus le taux est élevé. Et finalement, plus ma pression artérielle à moi va progressivement diminuer parce que finalement, on sait qu'on sera sur un taux plus élevé. Donc ça, c'est un point intéressant. Et donc dans cette étude, la seule que j'ai retrouvée, donc, qui avait vraiment évalué en contexte d'hémorragie du postpartum, il y avait également une enquête faite auprès des praticiens qui appréciaient justement le bon usage en termes dans la situation d'urgence, puisqu'on a une réponse qui est rapide, avec un dispositif qui est relativement facile finalement à utiliser dans ce contexte d'urgence. Donc finalement, ces dosages délocalisés de fibrinogène, ils procurent un résultat qui est rapide pour un coût d'équipement qui est plutôt modéré. Alors j'ai plus le coût précis en tête, mais on est très en dessous, on n'a rien à voir avec des coûts type ROTEM.
des résultats qui sont directement interprétables, ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation. Hein. Mon résultat, il sort en grammes par litre. Donc pour le clinicien de base, ben voilà, c'est simple. J'ai 2 grammes par litre, c'est simple à gérer. Plutôt une bonne performance diagnostique qu'il faudra confirmer pour notamment les taux inférieurs à 2 grammes par litre, vérifier, donc s'assurer de la bonne performance diagnostique. Et puis également une bonne valeur diagnostique d'hypofibrinogenèmie en contexte d'HPP, mais qui reste à confirmer. Par contre, effectivement, l'écueil, on peut dire, c'est qu'on n'a pas une exploration globale de l'hémostase, donc je suis très cantonné sur l'hypofibrinogenèmie, mais c'est le paramètre numéro 1 que je cherche à évaluer, même s'il y a d'autres choses qu'il faut évaluer lors d'HPP plus complexes. Donc c'est sans doute un équipement, et c'est un peu les préconisations des rapports du CNEM et les préconisations qu'on peut avoir de se dire c'est un équipement qui est sans doute indispensable dans toute maternité qui ne dispose pas de tests rapides de type test viscoélastique. Il faut disposer de ces tests-là pour avoir une meilleure prise en charge de ces patientes en choc hémorragique. Alors, dans un centre comme le mien, équipé de tests viscoélastiques, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un dispositif portatif qui dose de fibrinogène? Je n'ai pas la réponse de manière certaine, mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on reprend, ça paraît très compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple, lorsqu'on reprend les données des patients qui ont reçu du fibrinogène alors qu'on a à disposition l'Eurothem, donc géré par nos amis du laboratoire, et bien finalement, ce qu'on observe, peut-être qu'on n'est pas très bon, mais c'est que parmi les 25 patientes, là dans une série qu'on avait sous-analysée dans une étude secondaire, on avait 25 patientes qui avaient reçu des concentrés de fibrinogène. Sur les 25, il y en avait 15 qui n'avaient pas de coagulopathie. C'est-à-dire qu'on a encore des surprescriptions. Alors même si on a réduit fortement nos recours à l'administration de fibrinogène avec le coût associé, et eh bien, on a quand même encore des patientes qui ont trop fréquemment du fibrinogène alors qu'elles ne devraient pas en avoir. Voilà. Donc on a encore cet enjeu-là. Donc sans doute qu'il serait intéressant d'intégrer, c'est ce qu'on évalue actuellement, des dispositifs type QLAPS, les intégrer dans nos algorithmes pour se dire, finalement, l'Eurothem qui est compliqué, qui est contraignant aussi pour le labo, peut-être à terme se dire, je le fais que si j'ai une situation pathologique et je bloque si le QLAPS est normal, ce qui permettrait de mieux adapter encore nos situations et en tout cas de ne plus faire de fibrinogène sans avoir préalablement fait un test rapide puisqu'on perd que quelques instants, quelques secondes, quelques minutes au pire. Voilà. Donc en conclusion, la coagulopathie obstétricale aiguë, c'est peu fréquent et c'est très souvent imprévisible, donc c'est ce qu'on n'aime pas trop. Ça conditionne fortement le pronostic maternel. Le premier signe biologique, ça reste l'hypofibrinogénémie, donc c'est un marqueur de risque d'hémorragie sévère. Donc on a besoin d'un diagnostic précoce pour le traitement adapté. Les tests viscoélastiques, ils ont comme problème principal le coût, en fait, et donc la mise à disposition qui n'est pas très répandue dans nos établissements et dans nos maternités. Et le dosage délocalisé du fibrinogène serait sans doute le minimum à avoir dans nos centres pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces patientes. Je vous remercie.